Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Je vais pas faire une intro qui s'éternise parce que si vous écoutez ce podcast-là et que vous n'avez pas écouté la partie 1 avec Ben Boulanger la semaine passée, je vous encourage à aller tout de suite écouter cette partie-là parce que le podcast, c'est une conversation qu'on a carrément coupée en deux. Lors de la partie 2, on traite encore une fois, on traite de tellement de choses que j'ai de la misère à m'en rappeler au moment où est-ce que je vous parle. J'aurais peut-être pu faire une meilleure préparation pour expliquer cette partie 2. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a répondu à d'autres questions qui nous ont été fournies. On parle encore une fois un petit peu de suppléments. On parle de l'importance des protéines. On parle des acides aminés essentiels. On parle de la différence entre le watt par kilogramme et le wattage, le wattage absolu en vélo. Et on parle de vraiment plein d'autres affaires. Donc, je vous encourage à écouter cette conversation-là. Ben, comme je disais lors de la partie 1, est incroyable pour exprimer son point de vue, pour aller en nuance. La nuance est un mot clé. Plusieurs fois dans ces deux parties-là, je joue un peu à l'avocat du diable avec ce que Ben dit. Et ça nous permet d'avancer plus loin la réflexion sur plusieurs sujets. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne écoute. Le podcast est présenté par Upika. J'ai parlé lors de la partie 1 du Upika Carb Boost. Les commentaires que j'en reçois sont dithyrambiques. Tout le monde capote. Tout le monde qui l'essaye trouve que c'est de la grosse bombe. Quand je dis grosse bombe, là, je pèse mes mots. Si vous allez l'essayer, vous allez l'adopter. Je suis conscient que peut-être pas utiliser le Carb Boost à tous vos entraînements parce qu'à un moment donné, ça devient dispendieux. Mais essayez le Carb Boost lorsque vous faites des longues sorties, des sorties à l'effort. Comme ça, vous pratiquez votre nutrition pour vos performances lors des événements auxquels vous êtes inscrits. Parce que si vous arrivez à votre premier demi-Ironman et que vous essayez de prendre 120 grammes de carbs à l'heure alors qu'en entraînement, vous n'en prenez juste 40, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Spoiler alert, si vous attendez à votre journée de compétition pour respecter votre plan alimentaire, ça ne fonctionnera pas. Donc, commencez dès maintenant avec le Upika Carb Boost. C'est un game changer et je pèse mes mots. Allez au upika.ca, utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Sans plus attendre, la partie 2 de notre question-réponse avec Ben Boulanger. C'est reparti, part 2. On est back. On est back. On vient de prendre 2 semaines de break. Donc, on continue sur le Q&A. Je vais avoir fait une autre intro, là, fait que ça sera pas à fret de même. On va juste continuer notre conversation, nous autres. Good. Donc, on s'était laissé sur les protéines. Yes. Maintenant, comment éviter les crampes musculaires? C'est bon, ça. J'aime ça, ce sujet-là. On va tomber après ça dans les électrolytes, mais Ouais. ça aussi, il y a un bon marketing quand même, ce temps-ci là-dessus. Ouais. Mettons qu'on parle juste de crampes. Là. Ouais. 80% des crampes, c'est de la fatigue musculaire. Okay? Ouais. Fait que ça se prévient pas. Tu t'es rendu jusqu'à ta capacité Ça de s'entraîne. contraction, puis ça s'entraîne pour l'éloigner. Ouais. Puis ça arrive vraiment souvent qu'on est comme « shit, j'ai pogné une crampe, je dois pas être assez hydraté. » Ouais, il y a plus de chances que tu sois trop fatigué. Tu Ouais. as besoin de repos. First thing first. Deuxième affaire, quand une crampe arrive, il y a des trucs qu'on peut faire. Je sais pas si j'en avais parlé sur ce podcast. Sur le Sans Filtre podcast, on Sur a le parlé, Sans le Filtre, jus mais de... Le jus de cornichon, concombre, la ouais. moutarde, l'effet que ça peut avoir, l'effet vinaigré, là, dans la bouche, ça touche des récepteurs qui peuvent justement comme release ton parasympathique ou ton sympathique, un des deux, puis ça release ta crampe dans les 30 secondes qui suivent. Qui n'a rien à voir avec le sodium dans Il n'y l'eau. a rien à voir avec le sodium. Fait que ça, c'est la deuxième affaire par rapport aux crampes. Là vient maintenant la supplémentation en électrolytes. Les électrolytes, c'est 4 choses. Ouais. C'est magnésium, potassium, sodium, calcium. Ouais. Puis, l'important, c'est d'avoir un équilibre dans notre sang au niveau de la concentration de ces 4 choses-là, ces 4 minérales. Quand on sue, je fais du sport, je suis un heavy sweater, je sue beaucoup d'eau, l'eau qui sort, on va vouloir la remplacer.
Parce qu'à partir de 2% de ton poids perdu en eau, tu as un effet néfaste sur ta performance. Puis ça va vite, ça. Je me suis pesé avant puis après une séance de vélo l'autre fois. Puis en vélo intérieur, c'est probablement la chose qui fait que tu sues le plus. Là. Puis t'es probablement heavy sweater. Puis moi, je suis beaucoup. Puis c'était une grosse séance intense. Là. J'ai perdu 6 livres. Sur 170. Fait que difficile de savoir c'est combien, là, mais ouais. Difficile de savoir c'est combien pour un gars comme moi que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de maths. Tu sais, ça fait... C'est techniquement, encore là, moins de 4%. Je dirais. Rapidement comme ça, là. Ouais, OK. Avançons-nous pas trop à avoir l'air cave. Non, mais tu sais, 6 livres, si mettons que tu pèserais 100 livres, 6%. Fait que t'en pèses 200, 3%, mais t'en pèses pas 200. En tout cas. Plus que 2%, moins que 3%. C'est ça, moins que 4. Moins que 4%. Fait que... Mais à partir de quand on parle du fameux 2%, c'est au niveau genre des sports comme de prise de décision, puis de précision, genre le soccer, le basket, etc. Brain dead sur un vélo, à 2%, t'as pas d'effet néfaste de ne pas avoir mal rempli ou renfloué tes réserves de liquide. Rendu à 4%, c'est là qu'on va avoir un effet néfaste sur la capacité musculaire. Fait que là, on veut pas se rendre là, fait qu'on boit de l'eau, OK? Mm-hmm. Quand on va boire de l'eau, quand on a perdu de l'eau, il y avait une petite partie de sodium puis de nos électrolytes qui étaient dedans. Puis quand on va le boire, on va comme augmenter un peu l'effet en fait, quand on va la perdre, l'eau, la concentration sanguine de ces minérales-là, par exemple de sodium, va augmenter en la perdant. Puis en perdant un petit peu de ce sodium-là, même si la concentration elle commence à monter, quand on va re-rentrer de l'eau pour compenser notre perte, ben la concentration va drastiquement diminuer. Okay? C'est là que vient intéressant d'intégrer un supplément en électrolytes qui a une balance électrolytique adéquate. Ouais. Il y a beaucoup de marketing autour de genre des trucs d'électrolytes comme Prime, là, je vais les nommer, mais qui n'ont pas une balance électrolytique adéquate, qui ont full réduit le sodium, qui est techniquement le truc que tu as besoin de plus. L'électrolyte le plus backé par la littérature. Le reste, c'est quasiment pas en termes de supplémentation, mais on se dit que ça fait partie de la théorie, on l'inclut. Ils réduisent full en se disant que ça va goûter meilleur. Puis, tu sais, ils font juste loader de potassium, loader de genre, même pas magnésium, de magnésium, même pas de calcium. Fait qu'au final, tu sais, c'est comme tu renfloues les coffres, mais l'important, c'est pas la quantité absolue, c'est la balance. Tu renfloues les coffres avec la mauvaise balance. Avec la mauvaise balance. Puis tu fais juste comme en mettre beaucoup, mais tu sais, l'important, c'est pas la quantité. Ça, faut essayer de se le rappeler, parce que des fois, quand on supplémente en électrolyte, on est comme genre, mieux c'est, tu sais. Mais au final, c'est pas mieux c'est. Là, en ce moment, t'en jettes par la fenêtre. Là. C'est genre juste d'en avoir dans une balance, puis d'en remplacer quand t'en perds beaucoup. Mm-hmm. Fait que ça, c'est l'explication du, mettons, pourquoi on voudrait se supplémenter en électrolyte. On veut pas se supplémenter en électrolyte tout le temps. C'est genre, quand c'est des efforts que tu sues quasiment pas, puis que tu te rapproches même pas du 2%, ben l'effet, là, ça te sert à rien en ce moment de te supplémenter en ça. Tu fais juste accumuler du sodium puis d'autres minérales, mais au final, tu vas le flusher dans tes urines, puis tu perds complètement ton argent à faire de quoi de super régulier, comme prendre des électrolytes. Même, il y en a qui en prennent en dehors de l'effort, par exemple. Ben ça, tu jettes ton argent par les fenêtres complètement, tu sais. L'utilité de ça, c'est quand tu te rends à un niveau de sudation qui est très élevé, puis que là, tu veux renflouer en eau beaucoup, sachant que si tu renfloues en eau beaucoup, tu vas changer la concentration sanguine, tu vas la réduire drastiquement, mais tu veux en rajouter, puis tu veux avoir la bonne balance. Fait que pertinent pour les gens qui écoutent le UPK Podcast 100%. Habituellement. Ben oui, 100%. Fait que, du moment très rare les entraînements où est-ce que je suis pas comme un cochon. Là, c'est ça, 100%. Puis, tu sais, ça va jouer aussi au niveau de la chaleur. Là, plus il va faire chaud, plus tu vas suer, plus il va y avoir de la thermorégulation qui va être comme faire partie du truc. Fait que c'est là que ça va devenir important. Fait que oui, c'est full important, mais en ce moment, je trouve qu'il y a un marketing autour du genre monsieur, madame, tout le monde, ou des boissons zéro qui ont des électrolytes dedans, fait qu'ils se veulent bonnes pour la santé. Ça n'a aucun rapport. Là. Ça sert pas du tout à ça. Tu sais, je sais pas moi, des genres de boissons pétillantes zéro que tu boirais genre ben relax chez vous, puis que là, tu te dis, je m'hydrate, mettons. Ouais. Ça te sert à rien en ce moment de t'hydrater. T'as pas sué, t'as pas perdu d'eau, t'as pas changé ta concentration sanguine des trois minérales. T'es good, là. T'as pas besoin de cette boisson-là, elle pourrait juste être pétillante puis avoir une saveur. Elle n'est pas obligée d'avoir des électrolytes dedans, là. Fait ce que tu es en train de me dire, c'est que quelqu'un qui se défonce la gueule, puis que le lendemain, il est lendemain de veille, puis qu'il va acheter son Gatorade zéro parce qu'il y a des électrolytes, ça y sert à rien.
Ben, pas nécessairement, parce que Ça là, lui sert à ingérer de l'eau, mais il pourrait boire un verre d'eau. Là. ouais, ben oui, surtout le matin comme ça. Mais non, ça peut aider. Le lendemain de brosse, t'es déshydraté quand même. Puis Ok. c'est probablement que tout le liquide que t'as rentré a joué sur cette concentration-là. Non, ça peut venir intéressant. Fait que je dirais que ça. Un lendemain de brosse, c'est comme si t'avais justement été très malade à l'hôpital ou t'avais une gastro. Tu sais, il y a plein de. Mettons, la gastro, c'est un bon exemple que tu veux te réhydrater comme il faut Ouais. par la suite parce que justement, tu veux pas juste renflouer de l'eau parce que là, tu vas être en hyponatrémie Je et ces comprends. choses-là. Fait que, d'où là l'importance de ne pas démoniser ce supplément-là. Là, au contraire, ça peut être super utile, mais moi, c'est vraiment dans un contexte comme un peu Prime Le Vent ou d'autres compagnies. Là, je vais pas juste bâcher sur eux, mais au final, qui s'est vendu comme une boisson bonne pour la santé parce qu'il y a des électrolytes. Fait que tu peux la boire quand tu veux. Non, ça sert pas à ça, pas en tout les électrolytes. Je comprends. Mais puis pour en revenir aux crampes, Ouais. tu parlais des 80% des crampes qui sont liées à fatigue musculaire. Le reste du 20%, C'est quand tu dépasses le 4%. quand tu dépasses le 4%. Puis là, justement, t'aurais pas d'eau. Puis des fois, si tu prendrais juste de l'eau, ben Ouais. là, tu diminuerais ta concentration sanguine des minérales. Fait que t'en aurais Ouais. besoin. Fait que oui. Parce là, que ça devient moi, je intéressant. sais pour un fait que j'ai déjà frappé cette zone-là. Je le sais. Parce que les fois que ça m'est arrivé, j'étais assez entraîné pour ne pas commencer à cramper comme ça, comme un Ouais. débile mental. 100%. Puis c'est des journées extrêmement chaudes, surtout en ultra, des journées extrêmement chaudes, extrêmement longues, où est-ce que après le premier 30 minutes, c'est comme si j'étais allé dans la douche, puis que là, ça fait 6 heures que je suis là, puis je commence à avoir des grosses crampes dans les cuisses. Là, tu sais. Puis est-ce que tu avais bu quand même beaucoup d'eau? Tu sais? Ça arrive justement quand les Oui, gens mais disent en même- j'avais full bu d'eau. Je mais... buvais, sauf que l'impression que j'ai, c'est que ces journées-là, j'étais pas capable de boire assez pour la quantité de sueur que je perdais. Il y a plusieurs experts qui disent aussi que dans certains cas, c'est pas possible. Puis C'est ça. t'essaieras pas de l'atteindre non plus. Ouais. Tu vas vouloir, entre guillemets, minimiser le dégât. mais C'est ça ça, fait exact. partie comme du sport de haute performance. Ouais. là. Tu sais, les élites au marathon qui peuvent perdre genre 8% de leur poids en eau dans une course, ben c'est comme, ben, eux autres, là, ils ont techniquement eu un effet délétère de leur déshydratation puis de leur manque de consommation d'eau, mais ils c'est parce ça, qu'ils voulaient exact. aller vite. là. C'est ça, exact. Je comprends. Ils ont essayé, là, mais il y avait comme une capacité de pouvoir boire qu'ils n'ont pas atteint. là. Je comprends. Beaucoup de questions qui sont revenues là-dessus. On va y aller. C'est carrément dirigé pour toi. C'est quoi, mettons, tes recommandations pour un déjeuner quand tu as un training de CrossFit à 6 heures? Puis là, on peut l'appliquer à n'importe quel type de training. Mais tu sais, moi, quand je nageais, souvent les trainings le matin étaient à 5h30 sur le bord de la piscine, 5h45 dans l'eau. T'as pas envie de te claquer un gros bol de gruau. Là, tu sais. C'est quoi que tu recommandes pour ces affaires-là? Pour les trainings le matin d'un entraînement en endurance. Si tu y vas logiquement, tu te dis il me faut une source de glucides facile à digérer. Tu sais. C'est la première chose. Fait que tranquille, tu cherches des sources de glucides que t'aimes, qui pour toi aussi passent bien. Puis souvent, justement, tout ce qui est pain ou genre certains types de céréales, ça peut vraiment faire la job. Moi, j'aime ça dans ces collations-là, d'être capable d'intégrer, collation, là, genre semi-déjeuner, d'intégrer quand même une petite source de protéines. Tu sais. Ça vient ralentir l'absorption des glucides, puis ça va te donner une énergie qui va être un peu plus constante, puis un peu plus sur du long, puis tu vas pas finir par sentir la grosse faim creuse que si tu avais juste pris des glucides rapides. Mais tu sais, si ça rentre pas pantoute, ça rentre pas pantoute. Puis pour moi, il y a vraiment un échange de si ça te donne la nausée de manger, ça va nuire à ta performance autant, sinon plus, que finalement Être sous-alimenté. être sous-alimenté. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment un cas par cas à ce niveau-là. Mais moi, je vous invite, si en ce moment vous faites vos entraînements à 6 heures à jeun, à l'essayer puis à commencer à intégrer quelque chose de bien simple. Un fruit, justement une un verre de jus d'orange, un verre une de banane, jus d'orange, tu sais, des trucs vraiment relax. Puis de réaliser que, OK, ouais, ça passe. Puis là, tranquillement, souvent, l'évolution, c'est de justement se faire un genre de smoothie. Fait que, tu sais, d'avoir quelque chose d'un peu plus fibreux, puis plus de mix de plus Peut-être riche en un scoop glucides de protéines aussi. avec dedans. un petit scoop de protéines dedans, ou même un demi, tu sais, si on trouve que c'est trop lourd. C'est pas obligé, là, tout le temps, de mettre la scoop complète. Fait que, tu sais, tranquillement, se faire une collation qui contient un peu tout ça. Puis souvent, le liquide, le matin, ça passe beaucoup mieux que le solide. Fait que, tu sais, on commence. Le jus d'orange, c'est une super bonne idée pour commencer, mais tranquillement, rentrer des choses, voir l'effet que ça va avoir sur l'entraînement, tu vas t'en rendre compte, ça va être super bénéfique, tu vas bien te sentir. Mais j'encourage les gens à essayer du moins de manger avant ces entraînements-là le matin, surtout quand c'est pas de la basse intensité. Ouais, Quand c'est tu fais ça. de la 6 heures, là, on les connaît, là.
c'est des méchants malades, puis il y en a beaucoup, là. C'est nos classes les plus pleines à notre gym. C'est à cette heure-là. Je comprends fous, absolument. Mais en même temps, c'est le moment de mettre ton training dans ta journée. C'est pas tout le monde comme moi qui travaille pas. Là, Puis moi, ça m'arrive. Là, demain matin, je suis là à 6. Là, parce que quand je vais au labo toute la journée, il faut que ça rentre avant. Ouais, c'est ça. C'est une super bonne Sauf que tu veux le maximiser quand même, même s'il est à cette heure-là. Mettons que je parle d'expérience personnelle, ce que je fais rarement, mais moi, dans ces matins-là, là, je me suis entraîné à manger mon déjeuner au complet. C'est ça. Vraiment, là, j'ai comme commencé petit, puis j'ai tranquillement augmenté jusqu'à temps d'avoir quasiment un déjeuner qui est normal. Puis je commence mon entraînement avec un warm-up qui est justement très complet. Là. Ça me prend quand même beaucoup de temps avant de starter. Mais reste que j'ai pas mon fameux 1h30, 2 heures de digestion complète. J'ai beaucoup moins, mais je me suis un peu entraîné. Tu t'habitues à ça. Là. Nous autres, au secondaire, on mangeait à midi et demi. On mangeait... Ouais, à midi et demi, on commençait à manger, je pense, peu importe les heures. Puis comme 40 minutes plus tard, on commençait notre training, là, tu sais. Puis 40 minutes, des fois, c'était moins que ça. Il y a full de grosses différences interpersonnelles. Il y a aussi des différences interpersonnelles là-dedans, dans le sens que moi, je le sais là, que je peux vraiment manger beaucoup, très proche d'un effort maximal. Puis je vais pas vomir, tu sais. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de gens là, que s'il y a un aliment qui rentre dans l'heure avant, là, ça sort là, comme c'est rentré. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment différent. Tu as raison, il y a une question d'habitude, mais il y a vraiment des gens que c'est trop sensible. Leur tractus gastro-intestinal, il est comme à vif. Là, fait que, il faut leur donner du temps, eux autres. Là. Surtout, des fois, à l'effort, il y en a qui ça a comme un réflexe de vouloir justement augmenter l'acidité gastrique. Puis là, ça vient en jet, là, comme on dit. Ouais. Ben, ces gens-là, il faut un peu faire attention avec le temps avec lequel on space les collations pré-entraînement. Fait que le matin devient quand même challengeant. Ouais, je comprends. Moi, ces jours-ci, ce que je fais, c'est quand j'ai des trainings le matin, là, pour aller à la piscine, il faut que j'aille à la piscine à 7 heures. Fait que c'est quand même, pour moi, tôt, là, même si c'est pas 6. Là. Non, c'est tôt. Mais parce que sinon, peu importe mais parce que sinon, il y a trop de monde dans le bain libre. Je me fais vraiment chier. Là. Ta technique. Ben, parce que c'était le secret des dieux. Là, le meilleur moment mais au moins, peps. le monde qui vont à 7 heures, c'est pas au peps, fait que je dirais pas où est-ce que je vais m'entraîner. Mais au moins, le monde qui va à cette heure-là, c'est du monde sérieux, puis ils savent comment nager dans un couloir, puis ça, c'est... Aller dans un bain libre quand il y a du monde lent dans le rapide. Mettons le lundi 5h. Là. Lundi 5h, c'est inacceptable. À bien des places, le midi, c'est inacceptable. En tout cas, peu importe. On fait du maître nageur, nous autres, là, les lundis, mercredis. Ouais. Puis, tu sais, ma mère, justement, elle vient nager dans les couloirs à côté. Puis ma mère est dans le lent, là, tu sais, elle est bien relax avec ça. Puis elle-même, elle est genre, Chris, il y a quelqu'un qui fait du water polo en plein milieu, là. C'est horrible, ça, man. C'est horrible. C'est genre, de même, là. C'est horrible, puis c'est... non, c'est ça. Puis des fois, moi, c'est ça, c'est le monde qui ont... Tu sais, je veux dire, moi, si un jour dans un bain libre, je suis pas dans le bon, tu sais, je suis pas dans le bon couloir, dans le couloir le plus rapide, je sais pas je vais être dans quel bain libre, mais ça va être un esti de bain libre parce que ça n'a pas de sens. Mais il y a du monde qui vient dans le couloir rapide qui sont lents. Ouais. Soyez conscious de votre niveau, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment... Là, c'est vraiment un éditorial qui n'a rien à voir, mais c'est vraiment plus facile. Moi, je serais mieux d'être 15 dans un couloir avec des gens qui nagent à ma vitesse que 2 dans un couloir avec des gens qui nagent complètement à une vitesse différente parce que c'est pas du tout la même game. Là. Moi, je me dis, si tu te fais lapper 2 fois... Ah, tu t'en vas de couloir. Tu changes de couloir. Tu changes de couloir. Dans ton retour, tu sobres. Ouais. Si tu te fais lapper 2 fois, mais tu peux te donner une chance parce que des fois, c'est pas vu que tu sais quelqu'un qui nage. Non, c'est ça. Puis il y a quelqu'un qui est all out. Là, tu peux être, moi, nager... Quelqu'un qui est un bon nageur, qui sait comment nager dans un couloir que je dépasse, ça me dérange pas. Parce qu'il sait comment se faire dépasser aussi. Ouais, c'est ça. Bref. Mais ce que je fais maintenant, quand je vais nager, c'est que je prends... Le matin, je me réveille, je prends une toast, puis un verre de jus. Ouais. Puis quand je reviens de mon training, là, je prends un genre de déjeuner avec du tofu brouillé, puis tu sais, des trucs... C'est un bon move. Ouais. Parlant encore de déjeuner, c'est revenu souvent, puis on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, les œufs. Ouais. Le monde sont des crinqués d'œufs, man. Des fois, tu vois du monde qui prennent 6 œufs à chaque déjeuner, là, surtout les gym bros. Là. Ouais. C'est quoi qu'on pense des œufs? C'est good, les œufs. C'est good? un super bel aliment. Là. Je parle pas du côté
impact environnemental ou quoi que ce Je soit. comprends. Moi, les gens savent qu'est-ce que je pense des œufs s'ils m'ont déjà entendu parler de ça, mais c'est ça. peu importe. Là. Puis, non, là, j'ai dit environnemental, mais éthique aussi. Là. Ouais. Mais niveau nutritionnellement, c'est un excellent aliment. Ça contient vraiment une bonne source de vitamines et minéraux. Même dans le jaune, justement, ça contient même des bons gras. Fait que, tu sais, on a fait la démonisation des œufs en genre 2016, quand il y a genre un documentaire qui comparait les œufs aux cigarettes. Ouais. Tu te rappelles-tu de ça? Ça a été un big deal, je me rappelle. Puis je commençais à triper sa nutrition. Je pense que c'était un documentaire éthique j'ai oublié le nom. C'était un documentaire d'activistes véganes. What the Health, c'est exact, c'est ça. Mais ça, c'est la même gang qui ont fait après ça Cowspiracy, puis c'est des documentaires super sensationnalistes qui font du cherry picking sur certaines études, qui ont leurs utilités. C'est ce genre de documentaire-là. Moi, comme Game Changer, ça a son utilité. C'est du cherry picking, puis on s'entend. Là, mais... Ah ouais, puis est-ce que... En tout cas, je pars pas là-dessus, là, mais reste que moi, en plus, Cowspiracy, ça a été mon introduction à la nutrition en général. Là, ça a été un... Welcome. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi on disait ça, donc? What the Health, les œufs, ben, ça a parti beaucoup de là, où d'un coup, là, finalement, les œufs étaient aussi dommageables. Un œuf par jour, aussi dommageable que 5 cigarettes. Puis, c'était complètement explosé comme comparaison. Là, ils prenaient comme une métrique, overtime, avec la pire étude. Pas du tout de méta-analyse. C'était une affaire. C'était horrible. Okay? Fait que finalement, c'était pas du tout le cas. Même que la consommation d'œufs, quand c'est vu de façon épidémiologique, c'est pas parce que l'œuf est mauvais que c'est associé comme à un plus grand risque de mortalité ou de cancer. C'est comme à cause de l'alimentation qui entoure l'œuf dans la diète nord-américaine, genre le bacon, ces trucs-là, le classique d'avoir des œufs. En ce moment, c'est plus la mode d'avoir des œufs puis des fruits puis plein de belles affaires. Pas nécessairement dans d'autres pays peut-être, mais mettons autour de moi, mais reste que avant c'était pour ça un peu probablement que c'était associé à toutes ces choses malfaisantes-là, mais au final, les œufs, c'est great. Là. C'est great. Même que ça permet à beaucoup de monde d'avoir des sources de protéines au déjeuner qui en auraient probablement pas. T'sais, même à faire les produits laitiers. Encore là, on est loin du véganisme des produits laitiers, mais les yogourts, le fromage cottage, toutes ces choses-là, ça permet d'avoir des même le lait protéiné, là, qui est un aliment incroyable. Ben, au déjeuner, là, c'est great. Là. Il faut une bonne source de protéines au déjeuner. C'est quand même dur à trouver quand on élimine tous les produits animaux. Loin d'être impossible, mais plus complexe, on s'entend. C'est un excellent aliment. Il faut zéro avoir peur de manger trop d'œufs. Il n'y a pas de top end. Il n'y a pas de limite supérieure parce que de ce que moi, j'avais... pas ma compréhension, ma croyance, c'était qu'il y avait du cholestérol quand même vraiment élevé. Là, je sais qu'on peut parler de bon ou de mauvais cholestérol. Là. C'est hyper complexe, OK? Parce que le cholestérol... j'allais dire dietary cholesterol, mais c'est genre le cholestérol alimentaire, puis le cholestérol sanguin, c'est pas pareil. Puis c'est pas plus tu manges de cholestérol alimentaire, plus tu as un haut cholestérol sanguin. Ton foie produit le cholestérol parce qu'on en a besoin. Le gras, c'est la vie. Fait que quand, mettons, t'en manges moins, ton corps en produit plus. OK? Il se régule, puis le cholestérol, il en a besoin pour plein de raisons. Fait que si t'en manges moins, il va en produire plus. Les gens qui ont des pas beau cholestérol sanguin, souvent c'est parce qu'ils ont des conditions familiales génétiques qui font que leur foie le régule mal. Fait que s'ils en mangeaient plus, par exemple, ben là, leur corps en produit pas nécessairement moins. Fait que là, ils en ont tout le temps plus, mettons. Ces gens-là, ils ont besoin de diminuer certains produits riches en cholestérol, peut-être comme les œufs. Souvent, de plus en plus, on voit aussi des effets positifs sur le cholestérol sanguin à changer pour les protéines végétales, pour plein d'autres raisons que juste le cholestérol alimentaire. Mais au final, ce sujet-là des lipides et du cholestérol, c'est tellement complexe. Il faudrait quelqu'un comme Benoît Arsenault pour en parler, mais les œufs font pas partie des sources de cholestérol alimentaire qui sont proches d'être dommageables. Au contraire, souvent, quelqu'un qui va avoir une bonne source de protéines au déjeuner va avoir des belles plus habitudes alimentaires le restant de la journée, va souvent plus cuisiner. Tu sais, c'est comme... Faut pas juste penser sur le moment de l'impact de ça. Il faut penser au reste de la journée, puis au final, mettons qu'il mange des œufs puis qu'il mange des protéines végétales dans le reste de sa journée, c'est super bon qu'il aille manger des œufs finalement. Versus si t'allais au resto aussi. Je comprends. Puis pour les gens qui nous écoutent, là, ça va être mon commentaire à moi. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont de la misère, qui veulent diminuer leur produit animal, qui veulent manger protéiné, moi, mon go-to, la moitié d'un bloc de tofu,
avec... Tu coupes la moitié d'un oignon, ou peu importe la grosseur d'oignon, mettons un petit oignon, un jalapeno, un poivron. Tu coupes ça, tu fais revenir ça, tu rajoutes le tofu. Après ça, tu l'assaisonnes avec ce que tu veux. Puis ça fait un genre de scrambled tofu. Là. C'est genre ça a l'air d'un œuf brouillé, mais c'est du tofu. Puis moi, ça, c'est mon go-to. Là. Quand je veux un déjeuner protéiné, c'est de la bombe. Là. C'est un énorme move. Un énorme move. Quelqu'un ici qui me demande... on va retourner un petit peu sur... on avait parlé de ça ensemble la première fois qu'on était ici. Le... fuel ton entraînement pour alimenter ta performance. Ouais. Et la personne ici me demande qu'est-ce qu'on fait pour manger plus quand on n'a pas nécessairement plus faim lorsqu'on augmente notre volume d'entraînement. Ouais. Ça, c'est un enjeu parce que vraiment. Moi, j'ai découvert depuis notre conversation qu'on a eue, puis de conversation en conversation par rapport à ça, où est-ce que je réalise que la fausse croyance que j'avais, qu'on a bien démonté ensemble, toi et moi, la dernière fois, que si tu manges plus pendant ton entraînement, tu vas soit prendre du poids ou... c'est ça, principalement le point négatif de prendre du poids. Depuis que j'ai déconstruit ça dans ma tête, cette réalité-là, surtout depuis que j'ai commencé le vélo, est-ce que là, le poids, c'est vraiment... quelque chose qui est une métrique extrêmement importante parce que tu as bien beau watter 300 watts. Si tu pèses 300 livres, c'est 300 kilos. 300 kilos, c'est du stock en crise, mais si tu pèses 300 kilos, c'est 1 watt par kilo. C'est comme ça que ça fonctionne, le vélo. Ouais. Wattage par kilo. Sans vouloir devenir obsédé par ça, mais gardant... On va en parler un petit peu après si tu veux. Ouais, on en parle. J'ai le goût d'en parler. Tout à fait, on en parlera. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, depuis que j'ai déconstruit cette pensée-là de faire attention pour pas trop consommer de calories pendant mon effort, mais qu'au contraire me dire, plus je j'alimente mon entraînement, plus je vais dépenser des calories, puis la roue va tourner dans le bon sens, j'ai remarqué qu'en faisant attention pour bien manger, puis manger beaucoup, j'ai commencé à être capable de manger de plus en plus. Puis maintenant, je mange vraiment beaucoup là, en ce moment. Je suis vraiment dans un moment de ma vie où est-ce que, cette semaine, je vais faire 20 heures d'entraînement. C'est comme la plus grosse semaine de ce bloc-ci. Je mange vraiment beaucoup, là, tu sais. Puis, je prends pas de poids. Ouais, parce que, tu sais, je prends zéro poids. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire à quel point ton poids varie. Même que peut-être que dans les dernières 2 semaines, j'ai peut-être perdu 2 ou 3 livres, mettons, là. Probablement de la masse adipeuse, tu sais. Exact. Fait que, tout ça pour dire que moi, je me suis habitué à manger de plus en plus, puis à manger de plus en plus, parce que là, je suis capable maintenant de manger vraiment beaucoup, puis de toujours sentir que, premièrement, je suis plein d'énergie dans mes trainings. J'arrive tout le temps dans mes trainings pour les défoncer, là. J'arrive jamais à mes trainings la gueule à terre, ou très, très rarement. Puis quand ça arrive, c'est plus de l'ordre d'une fatigue mentale que d'autres choses. Fait que je prends la journée plus relax. Mais je suis rendu capable de faire ça. Fait que c'est quoi, comment qu'on fait quand on commence là-dedans, qu'on commence à s'intéresser à ça pour manger plus si t'as pas plus faim? La première affaire, moi, la raison pourquoi j'encourage les gens, justement, quand tu augmentes le volume à soit plus manger ou plus dormir, c'est vraiment que de voir comme 2 pistons, OK? Là, je réponds pas à ta question, mais j'y réponds après, mais c'est juste que je veux pas manger ça. Je t'écoute, je regarde le sel juste pour voir les prochaines questions qui s'en viennent. Fait que le piston du volume d'entraînement ou de ton envie de performance, à chaque fois que tu vas le faire monter pour gagner un échelon, pour viser quelque chose de plus haut, pour augmenter le volume, il faut que ton piston de la récupération, tu fasses un move. Il faut que tu augmentes quelque chose. Si tu fais juste augmenter d'un bord, tu fais une pente descendante de même, puis tu te diriges vers le crash. À chaque fois que tu augmentes ton volume, à chaque fois que tu augmentes l'intensité, il faut que tu augmentes soit dans ta nutrition quelque chose qui va améliorer ta récupération ou ta qualité de ton sommeil ou le volume de ton sommeil, etc. Ta meilleure gestion du stress aussi qui rentre là-dedans. Il faut que tu fasses un move. Si à chaque fois que tu augmentes juste mettre ton site. le micro à côté. Si à chaque fois que tu fais un move, tu fais pas suivre la récupération, tu te donnes vers le crash, OK? Fait que ça, c'est la raison pourquoi quand on commence à augmenter le volume, il faut essentiellement faire un move nutritionnel, mais aussi au niveau de ton sommeil, mais au niveau aussi de
ta gestion de stress. Plus Pour l'entraînement augmente, plus la récupération augmente, puis ça inclut toutes ces choses-là. On s'entend. Pour toi, c'est comme naturel, je pense, ou pour des anciens athlètes, c'est comme normal. Mais pour beaucoup de gens, ça l'est vraiment pas. Puis souvent, moi, je dis à mes clients ou à les personnes que je côtoie, Ben, tu as le devoir. Tu dis ça, mais vas-y, continue, excuse-moi. Tu veux avoir un mode de vie d'athlète, Ouais. tu veux avoir des performances d'athlète, même si tu n'es pas payé pour, OK? Tu dois avoir un mode de récupération, une vie, une hygiène de vie, c'est ce que je devrais dire. Tu veux avoir un mode de vie d'athlète puis des performances d'athlète, tu dois avoir une hygiène de vie d'athlète. Ouais. Sinon, tu te diriges vers le crash. Ouais. 100% à chaque fois. Très difficile de faire une nuit blanche le samedi soir si tu essaies de mettre 15 heures d'entraînement dans ta semaine. Puis t'es pas obligé de mettre 15 heures d'entraînement dans ta semaine. Non, mais si tu veux le faire, je t'oblige à manger plus qu'à ta faim. Ouais. C'est là que je m'en viens. C'est que quand on augmente à des niveaux d'entraînement très, très, très élevés, fait que c'est vraiment pas le commun des mortels, il faut être capable... c'est une grande selon majorité moi, des gens qui écoutent le podcast, par exemple. Exact, t'as raison. C'est d'identifier sa faim puis de volontairement la dépasser. Moi, je mets l'accent beaucoup sur le fait de l'identifier. De volontairement dépasser, de te rendre compte, de faire l'inverse de ce qu'on nous dit, de comme écoute ta faim puis arrête de manger, mange pas par gourmandise, là, de faire l'inverse, de faire hey, là j'ai plus faim. Pile, je Dépassons rajoute ça. des bouchées là-dessus. Mais mais pas de juste dire à l'athlète mange à l'infini. Parce qu'au contraire, on l'entretient un peu comme de lui dire de moins manger, on l'entretient à pas écouter sa faim. Si tu veux le condamner à vie à la fin de sa carrière, arrêter le sport puis de finalement développer des habitudes alimentaires complètement explosées, tu vas le faire si tu lui dis ça. Mais si tu lui dis, puis tu pratiques le fait d'identifier ta faim, de volontairement la dépasser, sachant que tu as besoin d'un extra calorie pour le volume d'entraînement que tu complètes, parce que les signaux de faim ne suivent pas, ben c'est selon moi la meilleure façon de développer quelque chose de sain qui va te permettre de fueler ce volume-là d'entraînement. Puis plus ça va augmenter, plus tu vas devoir le dépasser. Ouais. Ça prend dans ces cas-là un nutritionniste qui fait un suivi, un back-check, qui track un peu ce que tu manges une fois par 2 semaines, mois, juste pour voir quand je te dis ça, okay? Quand je te dis mange à ta faim, puis dépasse-la, ça équivaut à quoi, toi? Mm-hmm. Puis on le fait une couple de fois, puis on voit, OK, ça équivaut environ à ça. Fait que moi, je peux te dire augmente ou reste à ça, ou là, ben, tu pourrais réduire un petit peu. Puis au début, de commencer avec 2-3 bouchées. Vraiment pas beaucoup, là. J'identifie ma faim, je dépasse de 2-3 bouchées, j'arrête. Je veux jamais me rendre dans l'inconfort malade, douloureux au niveau du ventre. Je veux tout le temps identifier ma faim, la dépasser un petit peu. Puis comme tu dis, on s'habitue. Tranquillement, tu vas être capable de te rendre un petit peu plus loin à chaque fois. Puis tu n'as pas besoin là, de te rendre à l'infini, surtout si ton niveau augmente pas. Mais si ton niveau de volume augmente, ton intensité augmente, ta performance, tu fais suivre le reste à chaque fois. Fait qu'il faut que tu fasses ton devoir, il faut que tu continues de t'alimenter comme il faut. Ouais. Tout à fait. Puis ce feeling-là de dépasser son niveau de satiété, je pense que je l'avais compté dans le dernier podcast, mais ça m'était arrivé au Transpersissant, qui est une épreuve sur 3 jours, est-ce qu'après la première journée, après la deuxième journée, excuse-moi, qui était la plus grosse journée, fait qu'un 57 km, je pense, le lendemain, on avait un 35. Puis là, je me suis juste dit, pas mange jusqu'à temps que t'aies plus faim, puis pas mange plus que quand t'as plus faim, juste mange comme jusqu'à temps que t'aies envie de vomir. Ouais. Puis je recommande vraiment pas ça. Mais en fait, en même temps, oui, parce que ça avait vraiment, comme ça avait vraiment bien été, mais c'est plus bon. La façon de le voir. C'est ça, exact. C'est comme là, je fais une référence à Jay dans son podcast, là, Jay du temps discute, mais il dit tout le temps qu'il mange comme un porc. Ouais. À chaque fois, ça me fait sciller un petit peu, puis je suis comme... Moi aussi, je dis ça souvent, je devrais changer la façon de dire ça. Ton entraînement, tu manges pas comme un porc, là, c'est comme d'associer le fait de manger beaucoup à de quoi de péjoratif, tu sais. Ah, c'est zéro péjoratif ce que t'es en train de faire, là. J'apprécie que tu me le dises tout de suite parce que je pense que dans 5 ans, on va se faire canceller si on dit ça. Fait que j'apprécie, on change déjà notre langage, gang. Tout le monde, on change notre langage. Maintenant, on est au courant. Dire manger comme un porc, ça se dit plus. Puis, mais c'est vrai, t'as raison. T'as absolument raison. Puis ça fait du sens. Tu sais, on veut pas là, associer le fait de manger. Tu sais, manger beaucoup, manger moins, là, c'est pas manger comme un ange, manger moins, puis c'est pas manger comme un porc, manger plus. Je comprends. C'est juste tu manges pour alimenter ta performance. Dans ce cas-là, ouais, c'est comme il faut que je fuel. Souvent quand on dit ça, c'est un bon mot. C'est ça, exact. Fait que, il me faut de l'énergie, des sources d'énergie denses. Puis des fois, ça passe par la restauration rapide. C'est pour ça que souvent, il parle de manger comme un porc. Sûrement, c'est ça. Lui, c'est ça. Parce que là, il fait du vélo ultra. Puis du vélo ultra, c'est t'arrêtes quand tu peux. Puis tu manges ce que tu peux quand tu le vois. T'as pas le choix. Justement, Renaud, il a pas posé la question, mais il voulait que j'en parle aujourd'hui.
là, fait que shout-out à Renaud, mais il voulait qu'on parle Renaud Blanchette, shout-out. Ouais, c'est ça, lui dans le triathlon, ben gros aussi, là. Mais le fait de justement manger de la scrap, encore là, je dirais pas ça non plus, mais des aliments full riches en sodium, gras, sucre, sel, etc. Ben, sodium, sel. Ben, tu sais, quand c'est à grand effort comme ça, puis dans des trucs comme de l'ultra-trail de vélo, ben, c'est quasiment nécessaire. C'est même extrêmement intéressant qu'il y ait cette liberté-là de pas être restreint avec ces aliments-là parce qu'ils rentrent beaucoup d'énergie dans peu de nourriture. Exact, c'est dense. C'est très dense. Comme on parlait des jujubes, de la liqueur. C'est ça. Puis tout ce sodium-là, même qui va chercher du fast-food, c'est super intéressant. Il n'y a pas besoin de constamment supplémenter en prime puis en affaires de même. Il va chercher dans de l'alimentation solide, il va chercher dans des suppléments, il va chercher dans plein d'affaires. Fait que tu sais, c'est intéressant dans ces moments-là. Au day-to-day, par contre, quand ton volume d'entraînement varie, ben, c'est là que justement, je suis plus dans une optique de développer des habitudes, de fueler ton entraînement en cuisinant à la maison. De ne pas tomber dans le genre de roue de « Ah, ben, en camp d'entraînement, je mange constamment de la restauration rapide. Fait qu'au day-to-day, je peux manger de la restauration rapide. » Ça va affecter ton sommeil, ça va affecter... Même en camp d'entraînement, moi, je repense à mes camps d'entraînement que j'avais, là, puis... on était tellement arriérés sur cette pensée-là en natation. Je me rappelle d'un camp d'entraînement où est-ce qu'on était rationnés. Puis là, je te niaise pas, on était rationnés. Puis notre entraîneur avait demandé au restaurateur de l'hôtel de pas nous donner de carbs. Fait que les repas, c'était genre 2 poitrines de poulet puis de la salade sans vinaigrette. C'était ça. Puis les serveurs étaient gênés de venir nous donner de la bouffe. Je comprends. Pas de frites, ils nous donnaient pas de frites, ils nous donnaient pas ça. Il y avait des patates pilées, des frites, des pâtes, des spaghettis. On n'avait pas ça. On finissait au Burger King l'autre bord de la rue. C'était ça notre affaire. C'est ça pour vrai. Puis nous, on était les gars qui s'autorisaient de faire ça, mais les filles, ils n'auraient pas traversé l'autre bord et se seraient fait engueuler tellement c'était toxique comme milieu. Là. Puis je repense à ça aujourd'hui, puis je trouve ça absolument débile. Évidemment, il y a des filles là-dedans qui ont développé des comportements alimentaires qui ont scrappé réellement leur vie là, sur le long terme. Puis en course à pied, il y a 1000 exemples de ça. Puis ça me fait capoter là, de la quête sans cesse. Puis là, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de wattage par kilogramme, parce que cette fixation-là... Je veux qu'on revienne là-dessus. On reviendra là-dessus plus tard un petit peu, le wattage par kilo. Parce que oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en camp d'entraînement, si tu es installé en vrai camp d'entraînement puis que tu as un Airbnb, prends-toi une cuisine, puis fais-toi de la bouffe. Mais quand tu bikes 9 heures par jour... Mais des fois, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes dans le milieu. Là. Corrige-moi si je me trompe, mais... Dans une épreuve comme ça de ultra où est-ce que tu es en zone 1, zone 2 pour ceux qui travaillent sur un système à 5 zones, je pense que je vais changer mon système parce que je suis le seul au monde qui dit ça. Fait que quand tu es en zone 2, tu utilises autant de lipides que de glucides à peu près pour ton énergie. Fait que si tu arrêtes dans des fast-foods, il y a quand même du gras aussi dans des burgers. Un burger, c'est comme... Il y en a beaucoup. Ouais, mais il y a du gras des carbs. Ben oui. Fait qu'un burger, c'est comme un peu... carb, sel. Protéines aussi. Ouais. Fait que le burger est comme ultime dans une épreuve de long comme ça. 100%. Ouais. 100%, tu sais, je suis justement... C'est pour ça que quand Renaud posait la question, j'ai dit que c'était très contextuel, tu sais, la réponse à cette question-là. Puis dans ce contexte-là, c'est le meilleur moment pour faire ça. Surtout que, mettons que tu serais à la course, ça serait quand même un peu différent parce que le fait que tu sois continuellement en train de bouger, la digestion est quand même plus difficile. Il y a moins de temps. Mais même en ultra, étant donné que l'intensité est plus basse, le monde, il mange quand même des burritos et des affaires de même. Là. C'est sûr. Ouais. Puis souvent, dans un ultra, c'est tellement long que tu as le temps de t'arrêter. Là. Moi, on dirait que je m'imaginais quelque chose que c'est un ravito que tu fly. Genre dans ton marathon, tu prends pas le temps de faire ça. Même dans ton Ironman, même dans ton Ironman ou demi-Ironman, c'est trop des efforts sous max que t'as pas le temps vraiment pour ça. T'as pas le temps d'arrêter. Ouais. Parce que c'est plus ça le point. Là. Ouais. Mais justement, si t'es sur un 9 heures de bike, ben oui, là, c'est super intéressant d'intégrer ces aliments-là. Puis d'où aussi l'importance de ne pas démoniser les aliments ou de les classifier bons ou mauvais. Il n'y a pas de bons ou mauvais aliments. Ils ont tous des contextes différents où on peut les manger. Puis même des contextes que c'est par pur plaisir alimentaire, même pas obligé d'être utilitaire là-dedans. Mm-hmm. Fait que dans plusieurs cas, des full bons repas qu'on jugerait parfaits, une belle salade de légumineuses, ça serait le pire repas sur 9 heures de bike en plein milieu. Ouais. Probablement que tu aurais plein de gaz, puis pas assez de gras, pas assez de sel, pas assez de plein d'affaires.
le full bon repas devient le pire. Fait faut arrêter de les classifier. C'est ça, hein, parce que je me rappelle à amener... voyons, c'est quoi son nom? Le nutritionniste urbain. Ah, Bernard. Bernard Lavallée, c'est ça? Oui, Bernard. Bernard Lavallée avait dit à un moment, il n'y a pas de bons aliments. C'est un G, Bernard. Puis là, moi, je m'étais dit... C'est un challenge au début. J'ai vraiment challengé Ah oui. parce que je m'étais dit, Chris, il me semble que ta job, c'est nutritionniste. Fait que t'es supposé donner des conseils santé. Fait que là t'es en train de me dire que pour quelqu'un, une carotte puis un jujube, il n'y en a pas un qui est bon, un qui est mauvais. Je suis comme, il me semble que c'est dangereux. Puis depuis que je suis plus dans, dans l'alimentation de la performance, c'est fou de dire que ça a commencé dans la dernière année alors que j'ai fait 20 ans de natation de haut niveau avant. Là, c'est débile de penser ça. Mais depuis que je suis plus là-dedans, je suis comme, tu vas-tu prendre un sac de jujube ou un sac de carottes si t'es dans un ultra puis t'es en train de bunker? Tu vas prendre un sac de jujube, man. Tu prendras pas le sac de carottes. Là. C'est fou. Ah, et puis tu sais, Bernard, en plus, lui, il parlait même pas à un niveau de haute performance. Ben non, c'est ça, exact. Son message s'applique quand même. Puis, tu sais, honnêtement, c'est lui qui m'a fait starter la nutrition beaucoup. Là. Genre, ça a été mon premier modèle de ce niveau-là. Puis, il y a beaucoup de choses au niveau du comportement alimentaire que lui faisait le message pour monsieur, madame, tout le monde, qui allait sur des plateaux très classiques, là, que moi, je me questionnais, puis j'étais comme, pour l'athlète, comment je peux appliquer ça à l'athlète? Puis est-ce que ça s'applique à l'athlète? J'étais comme dans la découverte de genre, peut-être que l'alimentation intuitive, c'est pas pour les athlètes. Peut-être que la restriction, c'est mieux pour les athlètes. Peut-être que justement, la malbouffe, c'est... Fait que là, tu sais, le bon puis mauvais aliment, c'est pas pour tout le monde, ça. Puis là, j'étais comme... Mais non, ça s'applique aux deux. Le fait d'être un athlète professionnel qui s'entraîne 20 heures ou la personne qui commence son cheminement de changement d'habitude de vie puis qui fait 2 fois semaine de la marche, c'est une activité physique qu'on veut alimenter pour qu'elle continue de vivre une vie où elle bouge. C'est ça le but du truc. Là, au final, souvent en plus, c'est la personne qui s'entraîne 30 heures par semaine qui inspire la personne à marcher 2 fois semaine. On peut-tu se mettre toutes sur le même spectre? Au final, c'est ça qu'on veut développer. Puis, dans la littérature on parlait tantôt de longévité, là, le VO2 max, le fitness, la mesure du fitness, c'est ça la longévité, c'est bouger, c'est d'aimer bouger. Là, je te parle pas d'aller au gym, là, je te parle d'aller dehors, je te parle de... Fait que c'est ça mon éditorial, moi, par rapport à la bouffe, par rapport aux nutriments, faire du nutritionnisme, puis de compter ses affaires, puis c'est comme... Ça n'a jamais été ça le but, là, puis ça devrait pas l'être. Là. Je comprends. Puis ça l'a été longtemps. Ben oui, vraiment. Puis c'est à la mode aussi. C'est à la mode aussi, l'optimisation infinie, tu sais. J'ai eu un peu ce débat-là. Optimiser quoi, là? Optimiser à quoi? moins que tu sois Michael Phelps, qu'est-ce que tu veux optimiser, tu sais? Est-ce que t'as déjà entendu parler un peu de Michael Phelps, son alimentation pendant... Ça l'a été un peu... Même lui a avoué que ça l'a été un peu blowé hors de proportion, là, les genres de 10 000 calories par jour. Il disait 10 000 calories par jour, man, c'est comme... C'est ridicule. Mais mettons, sa mais il mangeait vraiment beaucoup. Il mangeait vraiment beaucoup. Il mangeait beaucoup. Il prenait beaucoup de caféine quand même, tu sais, probablement. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est un spectre. Juste pour rester un petit peu là-dessus, peut-être, pour les gens qui ont peur de commencer à manger pendant les entraînements, ici, j'ai quelqu'un qui me dit que depuis qu'il court et qu'il consomme du Pika, là, il single out du Pika, fait que j'espère que la réponse va être positive envers le brand. Mais il sent qu'il y a plus de craving de sucre. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien? Est-ce que tu crois que c'est lié à autre chose? Ce serait quoi ta lecture de ça? Parce que moi, c'est la première fois que je lis ça. Puis, je veux dire, cette personne-là est tout à fait légitime de vivre ça. Mais t'attribuerais ça à quoi? Puis est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu? C'est purement hypothétique, là, parce que je la connais pas, cette personne-là, mais j'ai des très... Puis juste le fait qu'elle se questionne là-dessus, j'ai des très bons doutes sur le fait que était déjà dans un grand cycle de restriction par rapport aux aliments riches en glucides. T'sais. Probablement qu'elle les démonisait beaucoup. OK, par la question, on peut extrapoler que ça fait partie du... Pas juste par la question, par l'effet que ça a eu d'intégrer un goût sucré. Si ça l'a fait, entre guillemets, augmenter ses cravings, probablement qu'elle essayait de l'éviter le plus possible depuis longtemps, puis que chaque fois qu'elle en reconsommait, mais son corps en demandait plus, parce qu'on s'entend, c'est super le fun pour le corps.
Fait que là, augmentait sa préoccupation par rapport à ces aliments-là. Là, elle commence à se le supplémenter parce qu'elle le voit pas pareil, probablement. Fait que là, finalement, elle arrive le soir, puis là, son cerveau focus sur les aliments riches en glucides, augmente ses cravings. C'est le cycle de la restriction, c'est ça. Il y a un côté là, très malsain, puis on le retrouve aussi dans le cycle du trouble alimentaire, c'est d'avoir des comportements stricts problématiques. C'est comme un schéma qui tourne. D'avoir des comportements stricts par rapport aux glucides, par exemple, mais il y a plein d'autres comportements que tu peux inclure là-dedans, par exemple se peser à tous les jours, par exemple compter ses macronutriments, etc. Ça vient fueler ta préoccupation que tu as par rapport à ta silhouette, par rapport à son contrôle, par rapport à ton poids, puis par rapport aux aliments aussi en général, à la bouffe. Fait que, tu sais, des fois, on augmente nos cravings, mais c'est aussi on augmente notre préoccupation par rapport aux aliments. Fait que là, j'ai extrapolé longtemps pour dire que la personne, si tel est le cas, où elle a déjà peur des glucides, elle réduit énormément sa consommation au minimum, ou elle évite complètement de manger des aliments comme de style dessert, etc., puis qu'elle se restreint, elle a un haut niveau de restriction, bien, elle, c'est sûr que si elle vient comme ouvrir la porte qui est dangereuse, qu'on voit comme étant justement associée à une perte de contrôle. Ben, qui est dangereuse, entre guillemets. Là, oui, ouais. pour elle. Ben, selon sa perception. Là. Sa forte restriction amène une forte désinhibition, aussi appelée la perte de contrôle par rapport aux aliments. Fait qu'elle, c'est sûr que ça augmente son craving, sa préoccupation, sa, entre guillemets, perte de contrôle, selon elle. Fait que pour moi, c'est un peu ça. C'est vraiment quelque chose du trouble alimentaire et non biochimique. Là, c'est pas une histoire de le goût sucré, tout ça vient augmenter ton envie de goût sucré. Ouais. Oui, le fait, par exemple, de commencer de boire des boissons sucrées au repas de façon continue vient impacter tes choix alimentaires. Au repas, tu veux dire du coke? Du coke à tous tes lunchs, mettons. Ouais. Ça vient impacter tes choix alimentaires. Mais à l'effort, là, les glucides que tu vas intégrer, c'est tellement pas la même game qu'au repos que là, on parle pas pantoute de la même affaire. Puis si justement être dans ce cycle-là, moi, ce que je proposerais, c'est de tranquillement réouvrir la porte aux aliments riches en glucides, d'essayer de les intégrer de façon vraiment très ponctuelle, puis de tranquillement l'intégrer dans son environnement alimentaire, puis que d'accepter qu'il y ait des pertes de contrôle, puis de revenir sans culpabilité, puis de travailler ce comportement-là, mais pas nécessairement de penser que c'est la faute de ça, puis de finalement tomber plus restrictive qu'elle l'était. T'sais. Ouais, je comprends. Ça fait du sens parce que la restriction des glucides, c'est quelque chose qui a été super en mode, puis qui l'est encore vraiment beaucoup. Puis clairement, si tu commences à courir, tu commences à t'entraîner, puis que là, tu apprends par le Upika Podcast qu'il faut que tu prennes des glucides, mais que pour toi, les glucides, c'est le démon, ben il y a des bonnes chances que quand t'en prennes pour une fois, comme tu dis, ça ouvre la porte à tout ça. Là. Ouais, vraiment. Il y avait Eve, avec qui on a fait le Sans Fil podcast, qui m'avait dit, parce que moi, des fois, ça m'arrive le soir d'avoir vraiment des cravings de bonbons. Là. Mais ça me fait ça depuis quand même, vraiment, depuis que je suis tout petit. Les bonbons, j'ai tout le temps vraiment aimé ça. Là. Genre, ça a toujours été... Je sais qu'il y a du monde que ça fait rien des bonbons. On l'étudie en recherche. Il y a des questionnaires qui appellent des questionnaires de préférence alimentaire qui évaluent si t'es plus salé ou sucré. C'est un thing. Là, moi, les bonbons, ça a toujours été ça. Puis il y a des journées que j'ai vraiment un craving de bonbons. Genre tellement que, mettons, je me lève, je m'en vais au DEP, je me pogne un sac, puis même s'il est 8 heures le soir, là, puis là, je descends le sac avant d'aller me coucher. Puis je passe la pire nuit de sommeil ever. Puis j'avais parlé à Eve de ça, puis elle, sa théorie, c'était pas assez de glucides dans ta journée. Pas assez de glucides dans ta journée, tu t'entraînes fort. Aussi. Pas assez de glucides dans ta journée. Je pense aussi, tu vois, elle, ça serait son côté plus macronutriments. Moi, je pense que c'est aussi au niveau, genre, justement, est-ce que les 4 dernières fois que tu en avais envie, tu t'en es empêché, mettons. Ou, tu sais, t'en as jamais chez toi, fait que tu t'empêches d'en avoir, tu sais. Puis là, c'est entre guillemets, ta perte de contrôle du fait que tu t'es restreint par rapport à cet aliment-là trop souvent. C'est peut-être ça, puis c'est peut-être aussi un manque de glucides de jour. Je sens que tu le fuels bien, puis j'ai pas l'impression que tu es dans cette optique-là. Fait que c'est pour ça que c'est pas la première piste, moi, la piste de dev que j'ai eue, mais c'est un fait. Là. Moi aussi, avec tous mes clients, c'est la première affaire, la première hypothèse. Quand tu as des cravings le soir intenses sur les aliments riches en glucides, c'est tout le temps causé par ça, quasiment. Là.
Mais il y a aussi des fois aussi que c'est probablement associé à tes journées peut-être où c'était moins riche en protéines. Tu sais. Ouais, Une journée ouais. qui, sans le vouloir, t'as moins comblé ta faim. Puis là, t'as une grande faim et une petite envie de plaisir alimentaire. Les deux viennent se combiner ensemble. Tu sais, il y a souvent ce côté-là aussi avec des aliments de ce type-là qui sont réconfortants, qui sont associés à des émotions positives pour nous. On veut pas nécessairement combler de la grosse faim intense avec ça. On veut combler notre faim avec nos repas. Ouais. Des fois, sans le vouloir, nos repas sont un peu incomplets ou moins riches que d'habitude. Ouais. Ça peut être même moins riche en d'autres choses que les protéines, mais mettons au niveau du rassasiement, ce serait les protéines ou même les fibres. Moins de légumes, moins de fruits. Fait qu'au final, tu arrives le soir, puis ton petite envie de plaisir de sucré ou de la texture ou peu importe, ben, elle fait comme déborder sur j'ai faim finalement, tu sais. Mhm. Fait que moi, je capoterais vraiment pas avec ça. Ah non, je capote pas Non, avec c'est ça. ça, c'est un Ouais. sac. mais en général, pour les gens qui ont ça, c'est comme mes hypothèses. Est-ce que justement, tu as une trop forte restriction par rapport à ce type d'aliment-là ou dans ta journée, tu manges pas assez en général? C'est probablement les deux options, les premières à laquelle je pense. Là. Mhm, je comprends. La diarrhée d'après course. Ouais. La pardon. diarrhée Caca. d'après longue course. La fameuse diarrhée du coureur, en fait. Ouais. De ce que j'en comprends, corrige-moi si je me Je trompe, pense que tu l'as en plus. c'est un manque. Tu prends trop de glucides pour la quantité d'eau que tu prends, fait qu'il y a un appel d'eau dans ton estomac. Exactement ça. C'est ça. Comment qu'on évite ça? Juste en buvant plus d'eau? Ouais, en s'hydratant mieux en fonction de la quantité de glucides que tu vas avoir. Prenant moins de gel en prenant plus de Upica? Ouais, c'est ça. Il y a toujours, par contre, le côté aussi du stress. Là. Il y a comme... là, c'est sûr qu'on parle de sel, là, mais tu sais, quand, mettons que c'est ton marathon, là, ça se peut que ça sorte liquide puis que ça soit pas causé par une mauvaise hydratation. Ça se peut que ça sorte liquide pour d'autres raisons, un peu style, justement, t'es tellement nerveux que ça se passe pas bien ici. Là. Fait que c'est pas nécessairement juste relié à ce que tu aurais mangé ou l'appel d'eau, surtout quand c'est du avant. Mais quand c'est du après comme ça, post-run, ben oui, probablement que t'as pas assez bu par rapport à la quantité de glucides ou la proportion était pas idéale. Là. Puis des fois aussi, puis ça c'est l'expérience qui parle, là. Tu sais, si tu vas courir le matin, surtout une longue T'es course, pas allé avant. si t'es pas allé avant, Ah oui. moi j'ai réussi Pose-toi pas de questions. par la force des choses, puis par le temps, puis l'expérience, à, on dirait, m'entraîner à tout le temps aller chier à la même heure. Comme le matin, j'ai ma routine, je me réveille, je bouge un peu, je bois un verre d'eau, puis comme une horloge suisse, man, je vais à la toilette. Puis une fois que j'y vais, tu vas pas chier après. Puis c'est d'autant plus important. C'est drôle parce qu'on parle de crotte, ça fait rire les gens, mais si tu t'entraînes pendant 4 mois pour faire un marathon, puis que pour faire le meilleur marathon possible, puis que pendant ton marathon, faut t'arrêter de chier, tu perds 2 minutes là-dessus, c'est ton pace. Tout le travail que tu as fait pour passer de 4,45 du kilo à 4,40 du kilo, tu viens le perdre à cause que tu as envie de chier. Ouais. Entraîne-toi à faire ça. Moi, le matin de mes courses, je me réveille, je fais la même routine que toute ma journée, que tous mes jours d'entraînement. Comme une horloge suisse, je m'en vais à la toilette, puis j'ai même plus besoin de penser à ça parce que ça m'est arrivé trop souvent d'avoir trop envie de chier dans une Tu course. l'as dit, la clé. Tu l'as dit, c'est routine. Exact. Tu crées une routine, puis en avançant en âge, tu sais, je sais pas c'est quoi l'âge moyen, mais en avançant en âge, c'est encore plus important de ne pas rater sa première selle, tu sais. Puis, tu sais, pour nos parents... De pas la skipper, genre? Tu skippes pas ta première selle. Si tu as envie, tu t'en vas la faire parce qu'elle va soit te nuire ou, justement, quand tu vieillis, c'est de la constipation qui peut venir. Ouais. Si tu as une première envie, tu y vas, puis tu gardes cette routine-là de tout le temps l'avoir, puis de tout le temps l'accomplir, ta première selle. Ouais. C'est hilarant qu'on parle de ça, OK? Parce que mes amis, là, pour me faire chier, là, vu que j'ai une maîtrise, ils m'appellent Maître Caca, puis ils disent que ma maîtrise C'est ça est que tu là-dedans. Ils vont capoter qu'on parle de ça. C'est drôle que tu dises que tes amis, pour te faire chier, font ça. Je pensais que tu allais dire qu'ils avaient développé un protocole pour que te faire aller à la toilette. Non. Puis ils disent que je fais un doctorat là-dedans, Ouais. fait que je vais être docteur. Tu vas être docteur caca. C'est bon, ça. Ah, god damn. Il en reste pas beaucoup. Puis après ça, je veux qu'on parle des watts par kilo. Ouais. Beaucoup de coachs qui font des plans de nutrition. La nutrition, c'est une science comme toute. Puis, je veux dire,
On peut penser aux naturopathes qui donnent des conseils de nutrition aussi. Ça veut pas dire qu'ils sont tous complètement dans le champ. Ça veut pas dire que c'est pas parce que t'es allé à l'université que t'as une bonne science, c'est pas que t'es pas allé que t'en as pas. 100%. Par contre, aller à l'université, avoir un papier, ça te dit que tu l'as. L'inverse, c'est pas nécessairement vrai tout le temps. Beaucoup de coachs qui donnent des conseils nutritionnels. Il doit en avoir des bons, il doit en avoir des pas bons. Qu'est-ce que tu penses de ça? Évidemment, j'imagine que tu prônes les nutritionnistes. Oui, mais je suis quand même d'accord qu'ils vont avoir un contact avec plein de gens qu'on n'aura pas, nous. Tu sais, les gens vont dans les gyms, moi j'en côtoie pas mal, ils vont engager un coach, puis ils vont vouloir avoir des conseils nutritionnels de ce coach-là. Tu sais. Ouais. Ou ils vont juste vouloir des conseils nutritionnels, puis le coach va devenir assez proche de la personne pour pouvoir parler de ça. Fait qu'ils sont pas mal placés, OK? Puis je veux vraiment pas faire la guerre, justement, aux coachs qui vont donner des recommandations nutritionnelles, mais je vais faire la guerre à ceux qui vont le faire sans prendre le temps de s'informer, puis prendre en contexte la personne. Les gens qui vont refiler la même affaire à tout le monde, c'est vraiment mal comprendre la science de la nutrition. Puis je pense que de dire « je le sais pas » ou de référer, puis tu sais, moi, les coachs au gym le font de plus en plus quand ça devient justement quelqu'un qui a un comportement alimentaire XY, de référer à quelqu'un qui sait comment l'adresser versus lui redonner le même plan alimentaire que tu refiles à tout le monde sur un calcul que tout le monde peut faire. OK? C'est dommageable là, de faire ça. Là. La personne, elle se ramasse avec encore plus de restrictions souvent, puis elle développe vraiment la pire loupe ou que c'est elle l'échec, puis qu'elle doit retourner, puis là, t'es abonné à tout le temps retourner parce que tu fais juste du « je réussis pendant un certain temps, puis j'échoue », puis tu penses que c'est de ta faute parce que t'as pas accompli le truc, mais c'est la faute du plan qui est pas faisable. Fait que tout ce côté-là de plan alimentaire restrictif, ça, je le dénonce à 100%, mais il y en a plein de coachs qui font de la bonne information, qui vont écouter des bons podcasts, puis qui c'est relativement une bonne source d'infos à transmettre. Puis tu sais, c'est l'équivalent de justement quelqu'un qui, je sais pas moi, écoute le podcast puis dit à sa mère d'alimenter son entraînement, mettons, tu sais, puis de pas essayer de pas manger. Exact. C'est de l'information partagée qui peut être super intéressante, super bénéfique, puis ils spread le message plus que nous. Là. Ils ont plus de contacts au quotidien. Ils sont toujours avec ces gens-là, ouais. Fait que, bonne chose, mais quand c'est mal fait ou quand c'est dans une optique justement très restrictive, très de ne pas prendre en considération que la personne ne fait pas du bodybuilding, ou ne fait pas de ce genre de sport-là, là, pour moi, il y a un bémol à avoir, puis c'est dommageable sur le long terme, puis c'est triste parce que les gens qui sont pris là-dedans font extrêmement confiance à leur coach. Ben oui, c'est ça. Dur après ça de challenger leur croyance, puis eux, pendant un moment, ils en ont perdu du poids, probablement de l'eau, là, mais ça leur a fait un immense bien. Ils veulent retrouver ça. Puis là, ils ont l'impression que leur santé mentale était mieux dans le moment où ils étaient plus minces. Puis c'est vraiment une loupe complexe qui rend après ça super difficile de sortir la personne de cet état-là ou de la convaincre qu'on peut être bien, justement, avec des habitudes alimentaires différentes. Là. Ouais. Parce que, tu sais, là, ça va faire 2 parts de 1 heure qu'on fait là-dessus, puis j'ai l'impression qu'on pourrait en faire encore vraiment beaucoup, puis on va sûrement en refaire d'autres. Oui. Mais on va loin dans certaines affaires, tu sais, dans nos conversations. Mais quand tu prends un step back, j'adore que tu dises ça. Ouais. La nutrition, man, c'est pas sorcier. Là. Puis il n'y a pas de réponse sexy. Tu sais, mange diversifié, mange à ta faim. Tu pourrais dire, mettons, fruits et légumes. C'est ça, mais diversifié, ça rentre là-dedans. Mange des fruits, mange des légumes, mange des sources de protéines diversifiées, mange des glucides, mange à ta faim. C'est ça, dans le fond, là, tu sais. C'est la putain de base. C'est ça. Tu sais, là, ça fait 2 heures qu'on fait, mais essentiellement, c'est ça. Fait que je me dis, un coach qui enseigne ça, tu peux pas te tromper, là. C'est great. C'est great. C'est great. C'est comme de dire, est-ce que tu peux prendre des conseils d'activité physique d'un nutritionniste? Si le nutritionniste, il dit faire de l'activité physique, il peut pas se tromper. Là, c'est ça. T'sais. Exact. Ouais. C'est pour ça que moi, j'encourage les coachs en général à avoir cette attitude-là. Puis tu sais, quand j'ai fait une capsule à un moment donné, sur mon Instagram où je m'adressais aux coachs, puis tu sais, après ça, je me questionnais, est-ce que j'aurais dû faire ça? Mais au final, oui, tu sais, parce que je vois quelque chose, je le critique, mais si je veux que ça change, il faut que je participe, il faut que j'embarque dedans. Tu peux pas juste critiquer, il faut que tu fasses partie de la solution. Puis si je veux pas participer, il faut que j'arrête de le critiquer, parce que j'ai décidé de pas vouloir le changer. J'accepte que c'est comme ça. Fait que
quand il y a quelque chose de même, au début, justement, j'avais cette attitude-là de les coachs en nutrition, les coachs pas nutritionnistes qui font de la nutrition, c'est tout de la merde, puis je vais tout le temps jamais les recommander. Puis c'est comme, OK, fait que là, j'accepte que ça reste comme ça. Mais réellement, si je veux que ça change, ben je peux aller les voir, j'en côtoie plein. Je peux leur dire de, par exemple, pas focusser sur un objectif de perte de poids. Genre, j'arrête pas de le critiquer, j'arrête pas de le dire qu'il faut pas faire ça. Puis je vais voir personne qui le fait pour dire de pas le faire. Je m'adresse à du monde qui peut-être le ferait puis le ferait pas finalement, mais reste que ce professionnel-là que je critique, je peux aller le voir, je peux changer la chose. Fait que quand je m'adresse au coach, je pense que c'est dans cette optique-là de dire, justement, enseigne la base de la nutrition, enseigne les choses qui sont les plus solides, d'augmenter les quantités de fruits et légumes. T'sais. Même chez quelqu'un qui va dire des trucs qui sont peut-être grossophobes envers lui-même, même, tu sais, puis que tu veux comme pas trop t'embarquer dans une discussion sur le poids, etc., bien, si tu recommandes une alimentation équilibrée, des proportions d'assiettes, de ne pas mesurer sa bouffe, puis d'alimenter l'entraînement pour avoir le goût de retourner bouger, man, la personne, elle va bien aller, là, puis elle va probablement tendre vers un poids naturel qui est différent de celle qu'elle a en ce moment, puis elle va avoir un bel équilibre de vie, elle va pas se sentir restreinte, puis elle va aussi t'aimer, là, même si, justement, le résultat, ça sera pas une perte de 8 livres d'eau dans le premier mois. Ben oui, c'est ça, exact. C'est ça qui arrive au final, là, quand tu réussis ta perte de poids miracle. C'est souvent ça. Ouais. Fait que c'est ça mon éditorial. C'est bon, ça. C'est bon. On a eu plusieurs éditoriaux aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Avant de closer, là, c'était tout pour les questions. On parlait un petit peu du watt par kilo. Je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ça a l'air intéressant. C'est que j'y ai full pensé pendant, mettons, le dernier 4-5 mois. Puis je me disais, comment je prends cette métrique-là? Parce que tu peux augmenter techniquement ta performance, ta métrique de performance juste en perdant du poids. Puis comment ça se traduit, mettons, sur une piste, quelque chose qui serait plus encadré que juste dehors? Ben, c'est le temps, la vitesse que tu vas avoir, fait que le temps total de ta course qui va être plus bas. Quand tu prends des athlètes d'extrêmement haut niveau, où là, on est rendu à justement vouloir aller chercher quelques secondes, je suis complètement d'accord que là, il y a comme un gamble à prendre sur la quantité de masse musculaire ou de masse adipeuse que tu peux avoir pour essayer de réduire ce poids-là, pour augmenter cette puissance-là par kilogramme. Dans une optique d'améliorer sa performance sur du long terme, de triathlète, de genre de longues sorties, des épreuves de longue endurance, pour moi, ça devrait être ton wattage que tu vises seulement. Puis ton FTP, là, tu devrais le mesurer absolu et non divisé par ton poids. Je comprends que c'est pas avantageux, que plus tu vas être léger, ben ça va être chiant parce que le gars plus massif, il va t'exploser. Je pense que j'ai un FTP plus grand que le tien, mais tu dois biker plus fort que moi sur le moyen, tu comprends? Mais reste que je pense que ton but, ça serait d'améliorer ton wattage absolu et non la différence à cause de ce que ça va te coûter finalement de réduire ce poids-là pour augmenter, entre guillemets, ta performance. Parce que ta performance sur ton triathlon, ta performance en temps, selon moi, puis selon pas mal d'études aussi, va être diminuée par la simple réduction de poids finalement. Même si tu n'es pas supposé avoir réduit ton temps de course parce que tu as amélioré ta métrique, tu vas avoir une course de merde. Tu vas avoir une moins bonne course. Tu vas moins... Parce qu'il y a tellement un aspect de confiance, il y a tellement un aspect de se sentir bien, de se sentir à bonne place, puis d'être capable de pousser au bon moment. À quel point tu peux aller deep quand tu te sens bien dans ta vie. Le gap est grand, puis ça, c'est un gap de performance. C'est pour ça que je parlais tantôt quand c'est des microsecondes, puis que tu as tout optimisé peut-être. Mais quand tes gaps de performance peuvent varier de ça, ben c'est pas avec le poids que tu vas aller jouer. C'est avec ton entraînement, ta capacité de monter ton wattage absolu. Fait qu'on dirait que j'ai le goût d'enlever la mode là, du wattage par kilogramme. Écoute, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. La seule raison pourquoi je trouve que le wattage par kilogramme est une métrique qui est intéressante, puis pourquoi est-ce que je l'utilise, je veux pas l'améliorer. C'est ça. Je veux pas l'améliorer. C'est ça. Moi, ce que je veux améliorer, c'est mon wattage absolu. C'est mon FTP. Il y a un chiffre de FTP. Quand tu compares... Je veux l'améliorer. C'est juste que si, mettons... T'as raison. Je pars faire une ride avec ma blonde, puis qu'on dit, OK, une ride relax, on est à 1,5 watts par kilo. Les deux, on se met à 1,5 watts par kilo, puis on ride ensemble. Ouais. Tu comprends? 100%. Ou pour dire, OK, là, je fais
catégorie C sur Zwift, une catégorie B. La catégorie B est entre 3,5 à 4 watts par kilo. Ben là, il faut que tu le saches parce que même s'il y a un gars qui watt 250 ou l'autre 320, si vous avez le même watt par kilo, ça va être le même niveau. Fait que c'est pour ça que je le calcule. Fait que le point, mais je suis d'accord avec toi que si tu veux t'améliorer, wattage absolu, le reste, c'est en calice. C'est là, ça. Parce Pas que wattage absolu. c'est ça, exact. C'est une métrique. La métrique, justement, n'est pas achetée aux poubelles. Elle est importante, justement. Elle est à utiliser, mais pas à améliorer. C'est ça, exact. Mais on fait cette erreur-là. Ouais. On le voit. Je le vois, moi, du monde qui veulent perdre X nombre de livres avant leur course pour switcher, pour augmenter rapidement leur wattage par kilo. Si tu perds de l'eau, là, ça sera pas c'est de la mieux. merde, là, ton C'est wattage par kilo. Là, tu vas perdre de la performance, de la puissance. Fait que dans ta division que tu fais, là, tu perds du dénominateur puis tu perds de l'autre. Fait que c'est vraiment pas la bonne affaire que j'ai dit. Non, le dénominateur en bas. Là. Non, mais le dénominateur, il est en haut. bas. Je sais pas c'est quoi, là, par exemple. Je me rappelle plus c'est quoi en haut. Peu importe, tu diminues les deux. Fait que c'est une fraction. Fait qu'au final, ça change rien. Là. Non, exact. Je suis d'accord avec toi. C'est le gros bémol, moi, que j'ai envie de mettre là-dessus. Puis c'est un peu pareil à la course à pied, tu sais. Ouais, ben oui, 100%. Il y a le côté aussi de genre, récemment, quelqu'un me parlait de se sentir léger, tu sais. C'est une perception, là. Ouais. Puis souvent, tu te la laisses impacter en regardant la balance pré-run. Fait que genre, mettons, pour être race weight, qu'on entend souvent dans l'athlétisme. Mais c'est comme, la seule raison pourquoi ça l'a affecté ta course, c'est parce que tu l'as regardé, tu sais. Exact. Laisse-les varier, man. Ouais. Au pire, laisse un professionnel le regarder, puis ajuster, puis te faire des recommandations nutritionnelles qui fait peut-être varier ton poids si finalement tu es dans une genre de montée qui s'explique un peu mal ou que ça soit hormonal, peu importe. Mais toi, là, psychologiquement, je pense pas que tu devrais tout le temps t'assurer d'être race weight. Tu devrais pas vouloir avoir un race weight. Tu devrais vouloir que peut-être quelqu'un s'assure que tu es proche de ça, mais toi, tu devrais tout le temps te considérer race weight. Là. Le moment de ta course, là, même si tu n'es pas au maximum de tes préparations, il faut que tu te fasses à croire que tu es au maximum de ta préparation. 100%. Sinon, tu n'auras pas la meilleure performance de ta vie. Ça, j'arrête pas de le répéter dans mon gym. Mais c'est tellement un big deal, la confiance, puis ta capacité à justement pousser sur le moment présent, que même si tu files comme de la shit, là, tu peux adapter ton plan, mais reste qu'il faut que tu te fasses un peu à croire que c'est le meilleur que tu peux être cette journée-là, puis que c'est on, là, c'est parti. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai avec le race weight. Je suis d'accord avec ça à 100%. Puis comme on parlait tantôt, tu sais, en ce moment, je suis vraiment dans une période où je m'entraîne beaucoup, puis en endurance, puis tu sais, j'ai coupé la musculation quand même, puis j'ai le résultat de tout ça mis ensemble a fait que dans le dernier mois, j'ai perdu 3 livres, mettons. Mais seule raison pourquoi je le calcule, parce que moi, c'est pas quelque chose que j'ai jamais eu de trouble avec mon poids, puis je suis bien à l'aise de monter sur une balance puis de voir comment je pèse, puis ça me fait absolument rien à part voir. C'est ça, exact. C'est pour ça que je veux garder ça en ce qui me concerne. La seule raison pourquoi je le fais puis je le track, pourquoi j'ai une balance chez nous, en fait, c'est justement pour t'arrives sur Zwift, faut que tu mettes ton poids pour la vitesse de ton bonhomme. Puis moi, ça... Voyons. Excuse-moi, on dirait que je deviens émotif en parlant de mon poids. Moi, ça me dérange. Ça touche plus que tu penses. C'est ça, finalement. Moi, ça me dérange pas en tout, tu sais. Puis je comprends que c'est pas le cas de tout le monde, mais mon poids, c'est juste le résultat de l'entraînement. Puis si j'arrive à top à ma course, puis que mon FTP en absolu va être le plus haut, peu importe comment je pèse, je vais être confiant que mon FTP est le plus haut. T'sais. Let's go. Là. Fait que, ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste de garder la relation saine avec cette donnée-là qui n'est pas complètement évacuée. Puis qui est dur à garder. Puis que ben oui, c'est ça. Dans la société dans laquelle on vit, elle est dure à garder. Tout à fait. Surtout quand, puis ça va être un autre éditorial que je vais lancer. Il y a tellement de variables dans la performance pour monsieur, madame, tout le monde. Peut-être qu'on s'entraîne évidemment plus que monsieur, madame, tout le monde, mais pour des amateurs, il y a tellement de variables dans la performance que quand je vois quelqu'un qui s'entraîne 10 à 12 heures par semaine, qui achète un vélo le double du prix parce qu'il y a un petit peu de grammes de moins parce que ton FTP va être watts par kilo, une fraction meilleure, tu pourrais aller à la toilette puis avoir un FTP mieux là, tout de suite après. Tu comprends? Retour du maître il y a tellement de variables que ces variables-là, à moins que tu sois Tadej Pogačar puis que là, ce soit tellement précis que il te couper un morceau de ton bike pour avoir le moins, à moins que tu sois World Class, World Tour,
toutes ces données-là de poids puis de maximisation du poids, il y a tellement de variables meilleures que ça qui vont varier tellement plus largement que Puis je concentre-toi pense que tu sur peux ça. le faire par fun. Tu sais, t'as reçu Charles Ouimet. Charles Ouimet, ouais. Il le fait par fun. Puis Ouais. il est un athlète de très haut niveau. Il est Là, très haut Fait que niveau t'as aussi, raison. ouais, c'est ça. Mais reste que genre... Il le fait par passion. C'est C'est une ça. passion, ces Il y a des vélos-là. gens, il y a des gens qui le font aussi Ouais. par passion de gosser sur leur vélo puis Ouais. qui vont prendre 2 bières le soir mais l'après-midi puis peu importe, tu sais, et c'est pas passion mais quand tu le fais purement pour la performance là, C'est ça. t'as raison que c'est là Exact. le bémol que c'est comme puis tu sais moi souvent je le dis, hey, je suis nutritionniste là, mais si t'as pas une routine de sommeil adéquate là, on n'est pas obligé de parler de nutrition là, aujourd'hui là. Ben oui, c'est ça. Augmente d'une demi-heure, là, puis je vais te faire le plus beau cadeau de ta vie. Tu vas voir, ça va faire une nasty différence sur ton training demain et ta récupération. Ouais. Puis c'est comme, je suis même Peu pas importe obligé de ce que te tu donner, manges, peu là. importe ce que tu manges, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps comme ça que de mettre de l'avant, c'est les plus gros moves. Là. Yes. Merci beaucoup, man. Un bon two-parter. Je vais essayer de C'est sortir trippant, ça. man. Je vais essayer de pas les sortir 2 semaines d'écart. Je vais essayer de sortir ça semaine à semaine. Back à back. Dans les Comme ça, le monde prochaines, va être dans les dans le prochaines beat. semaines. Exact. Merci, man. Cool. On refait ça. Yes, n'importe quand.